Salut, j'espère que tu vas bien, content de te retrouver et vous pouvez suivre en tout temps d'ailleurs ce contenu, rattraper les entrevues YouTube, également aussi tvrl.ca et vous voudrez, j'espère en tout cas, et je pense revoir ces entrevues très intéressantes au cours des prochaines minutes, notamment de Sarah Maud. On revient sur les coupures du groupe TVA. On se questionne aussi sur l'avenir de nos médias dits traditionnels chez nous au Québec. Également Myriam Gervais qui est courtière dans le domaine de l'immobilier. On va parler de la hausse du taux directeur de la Banque du Canada, l'impact que ça pourra avoir chez les propriétaires des maisons chez nous. Aussi, Alexandra Diaz, autrice d'un livre sur la cuisine, soit Buenos Dias. Vincent Arsenault pour la campagne Bien chez soi, lui qui fait partie du groupe Rona. Aussi, Guylaine Archambault du Musée de la santé Armand Frappier, qui en est la directrice générale, vient nous parler d'une nouvelle exposition. Aussi, Jean-François Gaudreau, qui est un entraîneur qui fait de la préparation physique de plusieurs athlètes de haut niveau et l'auteur d'un livre sur la question. Aussi, Karine Roy, qui est coach en gestion, viendra nous parler des vertus du leadership chez nos gestionnaires. Nicolas Vincent Poirier nous parle du film Barbie et également du prochain film Les Marvel qui entre à l'affiche dans les salles obscures ce week-end. Et tout d'abord, il est le fondateur, chroniqueur sportif Maxime Trouman de Dans les coulisses. On se questionne sur le Canadien de Montréal, mais aussi on parle des pétroliers de Laval. Bonne émission. Je suis bien content de l'accueillir. On collabore ensemble sur d'autres plateformes et là, il se joint avec nous sporadiquement. Déjà, je lui annonce qu'il va venir nous faire un tour dans cette émission. Il est propriétaire et chroniqueur dans lescoulisses.com. C'est d'ailleurs un blog, un site qui est suivi par plus de 100 000 personnes sur Facebook. L'ami Maxime Trouman, salut. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien, content de te retrouver. Merci de te joindre comme ça à nous. Et on va aborder plusieurs facettes du hockey, autant sur le plan local ici en territoire lavallois que aussi à l'échelle nationale de notre sport national, le hockey. Tout d'abord, allons-y avec la LHJMQ, la Ligue de hockey junior majeure du Québec. On a quand même une franchise pas très loin ici, l'Armada de Blainville-Boisbriand, là, pas très loin de chez nous à Laval, qui en fait partie. Et si on l'étend à l'échelle de la LHJMQ, ça fait déjà quand même 6 mois qu'on a interdit les bagarres dans la LHJMQ. Quel est le constat, en tout cas, à en lire ce qu'a dit Mario Cecchini, qui est le grand Manitou de la LHJMQ? Semble-t-il que le test est passé, les équipes ont adhéré, puis on est content de cette décision. Oui, il faut comprendre que la LHJMQ, c'est des joueurs d'âge mineur et de très, très jeunes adultes. Il faut comprendre qu'il fallait les protéger avec les bagarres. Il y a une différence entre laisser un jeune de 16-17 ans aller dans un contexte dangereux où il y a des coups de poing sur la gueule qui se donnent et amener ce dossier-là à la Ligue américaine, à la Ligue nationale, etc. Donc, c'était 2 niveaux différents. Chez les jeunes, on ne voit pas de négatif. Je veux dire, les gens n'allaient pas voir la LHJMQ pour des bagarres. Ils vont voir du senior pour ça. Ils vont voir la Ligue nord-américaine, entre autres, notamment, pas juste pour ça, mais entre autres. Dans la LNH, ça se lève encore des sièges quand il y a des bagarres. Mais dans la LHJMQ, on était ailleurs. En tout cas, j'ai l'impression qu'on était ailleurs. Le système de développement aux États-Unis n'a pas de bagarre, puis ça ne chiale pas tant que ça. Les juniors en Europe, même les adultes en Europe n'en ont pas. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'à court terme, ça soit négatif pour la LHJMQ. Les autres ligues juniors regardent du coin de l'œil, ils voient que ça va bien. Le vrai test, Alex, c'est dans 2, 3 ans, 5 ans. Est-ce qu'il y aura moins de joueurs de la LHJMQ qui vont être repêchés, sélectionnés dans les premiers à chaque repêchage de la LNH? Mais ça, on ne peut pas répondre à ça tout de suite. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais c'est là qu'on verra le vrai résultat. Ce que tu soulèves est bon parce que Mathieu Olivier, qui est un joueur de la Ligue nationale du hockey avec le Blue Jackets de Columbus, qui a dit, lui, qui dit qu'au contraire, ça allait enlever encore plus de munitions à la LHJMQ pour faire connaître ses joueurs. Parce que déjà, on dit, en tout cas, toujours selon ses dires, si je le paraphrase, qu'à talent égal, c'est un joueur, par exemple, de l'Ouest canadien qui va être repêché en premier. Lui dit que ça ne va pas aider l'image de la Ligue non plus. Qu'est-ce que tu rétorques à ça? C'était déjà un peu comme ça, même avec les bagarres. Je pense pas que ça va changer. Je pense que c'est au style de jeu de la Ligue. Tu sais, déjà, le Québec est souvent sous-représenté dans nos équipes canadiennes juniors, est souvent sous-représenté au repêchage. Puis il y en avait des bagarres, là. Il était permises quand même. Fait que je pense pas que ça joue un rôle. Je pense que c'est plus gros que ça. Est-ce que le jeu est moins robuste? Est-ce qu'il y a plus de petits attaquants, petits joueurs, petits défenseurs? Mais en même temps, je mets un bémol à ce que Mathieu Olivier a dit.
faut comprendre que les joueurs, entre eux, vont se backer, entre parenthèses. Il faut comprendre que les joueurs, c'est un syndicat. Ils se tiennent. Si vous nous écoutez dans votre usine ou dans votre commerce syndiqué, vous n'allez pas lancer un collègue en dessous de l'autobus. Vous n'allez pas lancer un autre corps de métier en dessous de l'autobus. Et les joueurs, à chaque fois qu'ils prennent la parole, sont pour les combats ou presque. C'est quasiment 100% des joueurs de la LNH qui sont pour les combats. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser. Ils ne vont pas lancer les combats non plus en dessous de l'autobus puis les critiquer parce qu'à côté d'eux, il y a quelqu'un qui gagne sa vie à se battre puis à les défendre quand c'est le temps de se défendre. Fait que, il faut aussi voir la position de chacun dans ces dossiers-là. C'est sûr, puis on est bien loin de l'époque où même la LHJMQ avait ses bagarreurs, les Peter Worrell, tu te rappelles, les Georges Larac également, c'est des joueurs qui étaient repêchés même dans les premières rondes là, dans la Ligue nationale. Là. On est bien loin de cette époque-là. On voit que ça a changé effectivement, juste en voir le talent qui émerge de toutes nos ligues canadiennes. Mais en même temps, c'est de voir la décision que la LHJMQ a prise. C'est un précurseur en Amérique du Nord, en tout cas du moins au Canada, parce que les autres ligues de hockey junior de l'Ouest et de l'Ontario n'ont pas la même position encore là-dessus. Et souvent au Québec, on est précurseur au Canada en termes de hockey. On l'a vu avec les mises en échec aussi par le passé. Donc, je pense que tu as raison en disant que ça va juste prendre une question de temps, puis probablement que les autres équipes juniors vont adhérer à ça aussi, je pense. Là. Les bagarreurs dans la LNH viennent pas tous de systèmes où ils se battaient à 16 ans. Se battre à 16 ans puis à 17 ans, c'est pas nécessaire pour se battre à 25, 30. De toute façon, se battre ne devrait pas être nécessaire, mais il y en a qui aiment encore ça, on veut les garder. Bon, de toute façon, la LNH est contente. Elle garde des bagarres, ça a fait parler d'elle, ça attire un peu le regard et en même temps, elle se protège. À chaque fois que les joueurs sortent pour backer les bagarres, pour dire que c'est une bonne idée, mais elle se monte un dossier. Puis à un moment donné, si elle est poursuivie, Gary Bettman, Bill Daly vont sortir « Hey les gars, vous étiez consentants, vous sortiez constamment pour défendre les bagarres. Votre association des joueurs les défendait. » Fait que tu sais... Les autres vont regarder, mais se battre à 16-17 ans, c'est pas nécessaire. Pas mal sûr que l'Ouest et l'Ontario vont suivre. Les États-Unis sont là. On est précurseurs là-dedans. On est précurseurs dans plein de trucs au Québec, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Je suis convaincu que tout le monde va suivre. Je pense pas que dans 10 ans, on va laisser des gars de 16-17 ans se battre à poings nus sur la glace. Ouais. Parlons de la Ligue nord-américaine de hockey, justement, une ligue où on se tape sa gueule encore, là. Malheureusement, je trouve. Mais bon, ça fait partie de ceux qui y vont parce que ici, à chaque match ou presque, les pétroliers, c'est plein. Là. Donc, il y a quand même un public pour ça. Tu as appris et tu as sorti la nouvelle au cours des derniers jours dans lescoulisses.com sur Jason Demers, ancien défenseur, notamment avec les Sharks de San Jose. Il y a eu comme une sorte de litige. Explique-nous l'histoire, là. En gros, on a été informé que Jason Demers avait signé un contrat avec les Pétroliers de Laval, que ça allait être annoncé sous peu et qu'il allait s'entraîner sous peu avec l'équipe. On a lancé la rumeur. L'information, c'était d'une source assez crédible. Là. Sincèrement, je ne dirais pas c'est qui, mais c'est très, 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 très crédible de parler de la signature du courriel, puis c'était un vrai courriel, etc. Et là, Jason Demers est sorti publiquement pour nier ça. Puis c'est là qu'on a rappelé la personne, on a parlé à des gens à l'interne. Écoute l'histoire de fou, OK? Les Pétroliers de Laval ont fait entrer quelqu'un dans leur actionnariat et cette personne-là qui est rentrée à l'interne de l'organisation a amené des discussions avec un faux Jason Demers. Ce n'était pas le bon. De ce que je comprends, c'était su là, que c'était pas le bon. C'était vraiment un genre de coup monté. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'il voulait, est-ce qu'il faisait partie du coup monté ou pas. Mais c'est ça, c'était-tu un stunt, c'était-tu quelque chose? Mais on a signé un faux Jason Demers. Le vrai Jason Demers a dit « j'ai rien signé ». La Ligue a sorti la nouvelle, l'équipe a sorti la nouvelle. C'est des communiqués officiels. C'est pas une histoire de une source, deux sources. C'est des communiqués officiels. Puis finalement, on a dû reculer sur cette nouvelle-là. Et finalement, il n'y a pas de Jason Demers. Crois-moi, les pétroliers travaillent très, très fort derrière les portes closes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et on ne veut plus avoir l'air fou comme ça. Et la Ligue non plus ne veut plus avoir l'air folle parce que cette Ligue-là, elle est déçue. Elle est tannée qu'on parle d'elle juste quand c'est négatif. On ne parle jamais des tours du chapeau. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, on parle des bagarres, des coups montés comme ça, des faux Jason Demers, etc. On est tanné de la mauvaise pub. On a hâte d'en avoir de la bonne ou au moins pas de pub, genre.
Oui, puis il y a des bons éléments dans cette ligue-là. Je pense à un Simon Danny Pépin qui joue avec les Éperviers de Sorel-Tracy, spontanément. Philippe Desrosiers aussi, qui a déjà été repêché dans la Ligue nationale, qui s'aligne avec les Éperviers aussi de Sorel-Tracy. Cette année, ça me vient pour spontanément des noms comme ceux-là qui se sont greffés à la Ligue cette année, là. Et je te dirige d'ailleurs vers la Ligue nationale parce qu'on ne pourrait pas conclure cette conversation-là sans parler au moins un petit peu du Canadien. Il nous reste 2 à 3 minutes. Donc, ce sera quand même assez court pour en faire un peu une sorte de mini-bilan jusqu'ici cette saison pour le Canadien. Mais quels sont pour toi tes points positifs et négatifs de ce début de saison jusqu'ici du CH? Alex, il y a plus de positifs que de négatifs. On ne s'attendait pas à ça du Canadien. Tu sais, Cole Caulfield produit, marque des buts, peut-être pas tant que ça, mais ramasse des mentions d'aide. Jake Allen, Brendan Gallagher, c'est des vieux gars qu'on n'attendait plus, qu'on voyait comme des lourdeurs financières ou comptables. Caden Goulet, Mike Madison derrière, ça va bien, mais il reste des points négatifs. On a changé du staff médical, on a changé des thérapeutes et on a encore beaucoup de blessures. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour en avoir moins? Et tu as toujours Slavkovski et Anderson. Ces 2 attaquants qui ne produisent pas, sont payés pour produire. On s'attend à ce qu'ils produisent et ils ont du gabarit sur les ailes. On veut les voir être actifs, être efficaces et ils ne le sont pas. Il y a plus de positifs que de négatifs, mais il y a encore des dossiers à régler chez le Canadien. Bien, tu sais, tu parles de Slavkovski. Il a 19 ans seulement. C'est un premier show au repêchage. Je comprends qu'on veut le voir, un joueur de cet ordre-là, à cette position-là sélectionné, on veut le voir produire puis progresser, peut-être plus rapidement que d'autres, mais on n'a pas qu'à oublier un Guy Lafleur. Je sais que c'est un autre temps, mais avait été sélectionné au premier rang et ça lui a pris 3 ans avant de débloquer dans une équipe qui était d'ailleurs pourvue de talent dans les années 70 avec le Canadien. Donc, je veux juste mentionner ça pour dire qu'il faut être patient avec nos jeunes puis avec Slavkovski aussi. Puis est-ce que pour toi, c'est de le mettre un peu en confiance en l'envoyant dans la Ligue américaine de hockey pour qu'il peut-être trouve une certaine confiance et qu'il revienne par la suite dans la Ligue nationale? Ben, c'est 2 philosophies qui s'opposent. D'un côté, Joe Thornton, ça a été long. Jack Hughes, ça a été long. Ça a tout été long. Mais en même temps, il y a eu plein de joueurs qu'on a beau leur avoir donné plein de temps, plein de chances. Ils n'ont pas éclos, Alexandre Daigle, etc. Fait que c'est difficile la décision à prendre. Ça dépend de quelle école de pensée on est. C'est la même chose. Est-ce que quand on a un plan, puis il y a des chamboulements dans la saison, comme Martin Saint-Louis a dit, on reste quand même focus sur notre Waze, notre application qui nous amène à bonne distance. Ou de l'autre bord, l'autre philosophie, c'est quand on fait une erreur, on ne la répare pas en commettant une deuxième. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Écoute, il y a tellement d'opinions qui s'opposent. Moi, personnellement, je pense que si à Noël, en tout cas 2 semaines avant Noël, ça ne s'est pas replacé, il faut envoyer Slavkovski au championnat mondial junior et ensuite lui donner du temps de jeu à Laval. Mais laissons-lui encore quelques semaines. On espère qu'il va se replacer dans la LNH, même si ce n'est pas une ligue de développement. Ouais. En tout cas, c'est nous qui pourrions en profiter, les gens de Laval, avec le Rocket, de le voir à l'œuvre. Je ne souhaite pas pour le développement du jeune, mais nous, on aimerait ça en tant que partisans du Rocket de Laval, de le voir chez nous à la Place Belle. Un grand merci. On remet ça quand tu veux, mon cher Maxime Trouman, dans lescoulisses.com. C'est la référence pour tout connaître du sport et du hockey. Un plaisir de t'avoir accueilli dans cette émission. Merci, Alex. Salut tout le monde. Parce que c'est tout l'écosystème qui est en train de changer du domaine médiatique. Déjà en amont, au début de l'année, puis on l'oublie, mais au début de l'année 2023, il y avait eu des coupures pour le groupe TVA. Déjà, c'était annonciateur que si la situation ne se replaçait pas, qu'il pouvait y avoir d'autres chambardements. Meta arrive, complique évidemment les choses, ça n'en aide à rien. On n'a plus accès pour les utilisateurs des réseaux sociaux du groupe Meta, là. Instagram par exemple ou Facebook, on n'a plus accès aux médias canadiens, doit-on le stipuler. Alors là, évidemment, ça empêche des revenus. Et le gouvernement fédéral, ça c'est une autre chose, on pourrait se pencher là-dessus, c'est très politique, mais qui encourage des multinationales, mais qui n'aide pas ses propres médias canadiens et qui permet à d'autres plateformes comme Netflix, par exemple, de continuer aussi à ses créateurs d'engranger de grands profits, mais n'aide pas des diffuseurs comme justement le groupe TVA. Je vais pas m'emporter, là, mais parce que ça vient me chercher vraiment de façon intrinsèque. Étant un ancien de TVA, il y a encore beaucoup d'amis là-bas. Je dois te dire que j'étais vraiment attristé. Je ne sais pas comment toi tu l'as accueilli, cette nouvelle-là, parce que tu connais beaucoup de gens aussi à l'intérieur de l'entreprise. Bien, déjà oui, ça fait longtemps en fait que de plus en plus à chaque année, TVA
renvoie des personnes. Ça a commencé par beaucoup de photographes. La journée où Pierre Karl a décidé d'en renvoyer, par exemple, on était une quinzaine, vingtaine avant sur le terrain. Maintenant, on est quoi, 5-6? Donc, à partir du moment où maintenant, il y a eu un photographe qui remplaçait pour 4-5 magazines maintenant. Donc, depuis longtemps, de toute façon, Pierre Karl, ça faisait longtemps qu'il disait que le modèle d'affaires ne fonctionnait plus comme ça. Puis là, ça fait quand même 700 emplois qui ont été perdus cette année chez TVA, Québécois. Donc, c'est énorme, c'est très triste pour les collègues. On a perdu des amis. C'est des gens aussi qui... On est tous des passionnés. C'est des êtres humains aussi derrière. C'est des passionnés aussi. On aime ce qu'on fait. On fait ça parce qu'on tripe. C'est pas nécessairement pour le revenu annuel. Donc, c'est quelque chose qui vient me chercher moi aussi profondément. Puis c'est pour ça que je pense que j'avais le goût qu'on en parle. Puis je pense que toi aussi, parce qu'on on a un peu échangé avant, puis on s'est décidé là-dessus. Oui, puis tu sais, ça aurait pu être un autre groupe médiatique. Là. Je veux dire, là c'est parce que c'est le cas de TVA actuellement, c'est pas de... Il y a 450 médias qui ont fermé depuis 2008. On parle, mais juste le voir, par exemple. Le journal Métro, récemment. Métro, Canoë. C'est toutes des choses, des médias, des plateformes qui n'existent plus. Et donc, on est vraiment, on le savait, ça fait longtemps qu'on est dans une crise médiatique, mais c'est que je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça a. Si on regarde pendant la COVID, là, on était tous accrochés après. On a besoin des médias, on a besoin de divertissement. On l'a vu pendant la COVID, justement. Puis les gens étaient vraiment accrochés aux nouvelles. Donc, on en a encore besoin, mais je pense que tout le monde est un peu pris dans son mode de vie. On est tous en train de courir après notre queue. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la culture, les médias, et tout ça existe en réalisant que c'est important pour nous? Oui. Bien, ce que tu mentionnes, c'est le cas, puis on le dit très souvent, mais du journalisme d'enquête, là, ça prend des moyens. Et c'est souvent le chien de garde de la société, c'est souvent ce qui permet à la démocratie de continuer d'opérer. Combien de fois dans les dernières années, là, de tous les temps, mais dans les dernières années, on a vu des gouvernements qui ont reculé devant des projets de loi, qui ont fait, grâce aux journalistes qui ont fait des enquêtes, qui ont fait connaître des détails, par exemple, derrière des projets de loi qui pouvaient, pour certains groupes, des individus, porter atteinte à leur quotidien ou bref, à leurs conditions de vie. Puis par la suite, on a dû changer notre fusil d'épaule pour ces gouvernements-là. Je prends exemple là-dessus, ne serait-ce que... Depuis le début, les médias sont là pour protéger, instruire, informer la population de ce qui se passe dans les coulisses, entre autres du pouvoir, par exemple. Donc, les médias ont toujours été une forme de protecteur, de dénonciateur pour le citoyen. Maintenant, je ne te dirais pas qu'il n'y avait pas des micmacs derrière tout ça. Il y en a toujours. Il y a eu de la politique, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais souvent, depuis aussi quelque temps, on maudit les médias, on ne les croit plus. Trump y a participé, entre autres. Mais à la base, on s'accroche à un ou deux médias qui ont peut-être fait des erreurs. Mais quand on regarde réellement la déontologie journalistique, elle se tient encore aujourd'hui. C'est super important. Les gens sont réellement impliqués. Il y en a qui saignent pour ça. Quand on peut parler de notre réalité, parce que nous-mêmes, dans notre quotidien, puis aussi on connaît les gens qui le font avec cœur et passion, tu l'as dit, c'est des êtres humains derrière. C'est un engagement être dans le domaine des médias. C'est 7 jours sur 7. On cherche toujours, on est toujours en contact, en communication pour trouver justement les bonnes sources quand il est question de journalisme d'enquête d'autant plus. Et lorsque je voyais des messages, parce que le groupe québécois souvent est le mal-aimé, on aime chez certaines tranches de la population, je vais me permettre l'expression, mais varger sur eux et bon, leur envoyer toutes sortes de commentaires haineux. Et je voyais les commentaires haineux sur les réseaux sociaux suivant cette annonce-là. Ça m'a vraiment attristé et vraiment, j'ai trouvé ça, je vais le dire, minable. C'est des familles, c'est justement des êtres humains derrière. Puis, si on regarde les solutions à court, moyen terme, est-ce que c'est de créer, par exemple, quand il est question de notre télé québécoise, de nos séries québécoises, par exemple, on dit souvent, puis on n'arrête pas de le marteler sur les plateformes, qu'on est capable de faire de grandes choses avec peu au Québec. Quand il est question de production. Ça fait longtemps qu'on le fait. Ça fait longtemps qu'on le fait, ce rythme infernal-là de production. Mais est-ce que là, justement, devant l'éventualité où il y a de moins en moins d'argent, il y a des coupures après coupures aussi pour nos séries, est-ce que c'est peut-être de créer la fameuse plateforme qu'on entend tellement parler et qu'enfin les diffuseurs enterrent la hache de guerre et qu'on puisse créer pour l'écosystème qui est unique en Amérique du Nord, du Québec, cette fameuse plateforme, un peu comme le Tout.TV de contenu, mais pour toutes les chaînes, finalement. Est-ce que c'est, tu penses, réaliste? J'ai de la difficulté à me faire une opinion sur la question pour le moment parce que je suis toujours partie du principe que c'était pas bon de mettre tous ses œufs dans le même panier. Maintenant, quand on regarde au niveau, par exemple, culturel, les producteurs n'ont plus d'argent. J'ai écouté une entrevue avec Alexis Durand-Brou, qui est réalisateur et producteur.
lui, il a un cachet de réalisateur, mais pas de production. Il ne gagne pas. Il produit, il met de l'argent, mais il gagne 0 $ sur ce qu'il fait. Quand je regarde au niveau des médias, mettre tout sur la même plateforme, je ne sais pas. Parce que c'est bien d'avoir quand même des médias, c'est un peu comme la compétition, c'est bien d'avoir une entreprise qui te compétitionne. Donc, est-ce que de tout mettre sur la même plateforme, ça ne va pas créer une forme de même ligne de pensée sans avoir une ligne contradictoire? C'est la question que je me pose. Mais à un moment donné, je pense que c'est surtout le public aussi. À un moment donné, il faut aussi que les jeunes... Parce que c'est vraiment ça. On est rendu sur les réseaux sociaux, c'est plus nécessairement la télévision. Tu sais, on regarde. Je vois des jeunes qui regardent ça sur leur cellulaire puis qui binge-watch. C'est vraiment de la consommation rapide. Bon, à un moment donné, ils vont grandir, ça va les intéresser. Mais en attendant, tu sais, c'est que les grosses plateformes prennent le pouvoir. Ils n'investissent absolument pas ici, mais ils diffusent ici. Donc, moi, je pense que c'est peut-être plus à ce niveau-là que ça serait intéressant de leur dire, bon, bien, si vous diffusez ici, on peut peut-être trouver une espèce de deal avec ça. Oui, c'est ça, de compromis. C'est sûr que pour les jeunes, c'est de créer une télé aussi qui les ressemble. Eux, ce que j'entends souvent, c'est qu'ils n'ont pas actuellement, peut-être, je vais parler des 18-30 à peu près, là, cette tranche d'âge, nécessairement des émissions qui, tant que ça, vont les chercher, qui, tant que ça, sont... Mais bon, c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est à tort ou à raison? C'est selon notre position. Mais il y a une chose qui est certaine aussi, des télés comme TVRL, comme vous les écoutez actuellement, sont nécessaires aussi pour parler des organismes communautaires, sont nécessaires aussi pour parler de l'actualité locale, comme de Laval. Moi, ce que je te coupe, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que oui, c'est diffusé à Laval, mais on peut retrouver les chroniques après sur YouTube. YouTube, c'est encore un canal, une plateforme qui n'est pas interdite par Meta au Québec, au Canada. Donc ça je trouve que c'est une information qu'on peut encore partager qui est intéressante sur les réseaux sociaux. Pour combien de temps? Ça, c'est une autre affaire parce que je sais que le groupe Google a menacé. Oui, ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape, malheureusement. Mais moi, c'est ce que je vous dis, c'est les gens qui écoutez actuellement, supportez vos médias communautaires, comme les médias peut-être de plus grande, je vais le dire comme ça, mais de plus grande ampleur, mais à tout le moins, supportez vos médias locaux. Mais tu sais, de toute façon, à chaque problème, une solution, mais la solution d'hier, c'est souvent le problème de demain. T'sais. Donc, c'est toujours un feu roulant aussi. Il faut trouver des solutions. Mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû commencer à les trouver. Ça faisait longtemps qu'on aurait dû s'y mettre. Mais on a foncé dans un mur. Là. On est dans le mur. Il faut se questionner. En tout cas, merci d'avoir réagi à ce propos. Bien, toi aussi, merci d'avoir participé. Et ça serait très longtemps. On pourra en discuter très longuement. Oui, c'est sûr. À une prochaine. Merci. À la prochaine. Merci, Alex. Et les courtières, et c'est ma référence dans le domaine de l'immobilier. Je suis toujours content de l'accueillir en tant que chroniqueuse. C'est Myriam Gervais qui est là. Salut! Bonjour, Alex. Il y a les taux qui ont changé encore récemment. L'ascension fulgurante de ce taux directeur de la Banque du Canada depuis mars 2022. Là. Il y a beaucoup de taux qui ont changé. Bon, pour contrer l'inflation, on connaît un peu les rudiments, je pense, pour tout le monde, un peu pourquoi on fait ça actuellement avec la Banque du Canada. Mais sur le plan, donc, notamment des maisons, des reprises, par exemple, on estime que vers 2025-2026, pourrait y avoir de ces gens qui pourraient se voir donc reprendre leur maison. C'est le point de départ que tu voulais avoir avec nous. Comment bien anticiper les choses à l'avance? Exactement, parce que, bon, dans les médias dernièrement, on entend beaucoup parler des fameux taux d'intérêt, les gens qui risquent de perdre leur maison, les difficultés de payer des gens, puis tout le monde est bien stressé de tout ça, mais personne ne sait exactement quoi faire avec ça. Donc, on sait qu'il y a un problème, on sait que ça peut être problématique pour plein de monde, mais on ne sait pas trop comment régler ça. Oui. Est-ce que tu penses, là, avant toute chose, le fait que les médias en parlent beaucoup, puis je ne dis pas que ce n'est pas correct de le faire, mais on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça n'envoie pas aussi, ou ça ajoute pas un niveau de stress dans la collectivité? Parce que, veut pas, on dirait qu'on gonfle davantage aussi peut-être le niveau de stress chez les gens. Là. Oui, j'aurais tendance à dire que c'est J'aurais tendance à dire que c'est la job des médias. Ouais. De pointer. Non, mais de pointer. Je suis là avec toi, donc c'est en toute connaissance de cause. Exact. Hein? Donc, oui, effectivement, c'est parce que ça peut devenir vraiment un gros problème. Donc, oui, le stress, il est normal qu'il y en ait un. De taper toujours sur le même clou, oui, ça peut être vraiment stressant pour certaines personnes, mais tant mieux. Si vous êtes stressé, c'est le temps d'agir. Oui. Mais comment? Quelle est la porte d'entrée? Bon, première chose, pour ceux qui ont des taux variables en ce moment. Donc, on le sait, là, sur une hypothèque, on a des taux variables. Donc, ça va avec le taux directeur, ça change, c'est variable. Puis, on a des taux fixes. Les taux fixes, on peut les avoir fixés pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
moi, je vais prendre les exemples de taux variable et taux fixe 5 ans. Donc, les gens qui ont un taux variable, tant aussi longtemps que votre paiement couvrait les intérêts, la banque n'obligeait pas à l'augmenter. Donc, si vous ne l'avez pas augmenté de vous-même, normalement, là, vous devriez payer à peu près juste des intérêts, pas de capital. Ce que ça veut dire, c'est qu'à tous les mois, votre paiement, il n'y a rien qui va à diminuer ce que vous devez à la banque. Vous ne payez que des intérêts. Que les intérêts, oui. Ça peut aller même jusqu'à, si jamais on ne paye pas assez, bien que ça s'ajoute. Fait que, mettons, on doit 100 000, à chaque fois qu'on paye, au lieu que ça diminue, à chaque fois qu'on paye, ça l'augmente. Ouais. Peu importe le paiement. Je n'ai pas fait de calcul de chiffres parce que c'est des cas uniques à chacun. Là, ouais. Mais sachez que si vous ne l'avez pas augmenté de façon volontaire, vous n'êtes pas allé à votre banque pour demander une augmentation de paiement, probablement qu'en ce moment, vous ne payez que des intérêts. Mais la dette reste toujours là et elle ne diminue pas. Elle ne diminue pas et elle peut même augmenter. Chose qui est comme du jamais vu, mettons, moi, depuis que je suis en immobilier. Des dettes qui augmentent. Aussi, pendant la pandémie, les gens qui ont fait des reports de paiement parce qu'on avait des difficultés financières, sachez que oui, ça l'a aidé dans ce mois-là ou les mois que vous avez eu besoin, mais que ça a été remis sur du long terme. Donc, ça s'accumule. Exactement. Fait que là, c'est sûr que la première, avant de paniquer, on check nos statuts à la banque. Oui. On regarde si on paye encore du capital ou pas. Si jamais on réalise là, que ça ne fonctionne pas, qu'on s'en va vers le haut, bien, il y a des options. Quelles sont ces options, justement? C'est sûr que si vous êtes pas déjà à la gorge, parce que je veux pas 33 % des gens en ce moment ont beaucoup de la difficulté là, avec les paiements et ça l'augmente, en fait. Donc, si vous êtes capable, la première solution la plus logique, c'est d'augmenter votre paiement. Donc, si, exemple, je ne sais pas, vous payez 2 000, bien, d'aller l'augmenter de 50, 40, 30 %, même 100 %, si vous êtes capable de mettre 4 000, tant mieux, votre capital va se remettre à descendre. Puis quand on va renouveler ou si le taux augmente, bien, vous allez quand même être lousse. Je sais que c'est pas réaliste, on peut pas tout se dire. Je pense que non, surtout contexte inflationniste comme on a actuellement. Là. Mais non, tu sais, quand même, je te dirais, paye le double de ton hypothèque, bravo, plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Si on n'est pas capable, donc, premièrement, il faut aller voir si votre situation. Si vous êtes des jeunes professionnels qui ont un salaire qui augmente dans les prochaines années, bien, on peut aller voir si vos augmentations par rapport à ce qui va se passer vont être logiques ou non. Si vous êtes des gens qui s'en allaient vers la retraite et qui ont besoin de ces sous-là pour leur retraite, là, c'est encore plus important d'agir. Ouais. Parce qu'on a moins de temps. On a moins de... Puis c'est ça, puis l'entrée d'argent, à un moment donné, il va diminuer. C'est ça, exactement. Donc, plus si les paiements augmentent puis l'entrée d'argent diminue, on va se retrouver dans des problèmes. Alors, pour éviter ça, c'est sûr qu'il y a toujours la possibilité de vendre. Là, il faudrait voir. C'est sûr que si vous venez d'acheter dans la dernière année, vendre avec tous les frais qui y sont reliés, ça ne sera pas l'idéal. Si ça fait 4, 5, 10, 20 ans que vous avez votre maison, bien, normalement, l'hypothèque devrait être moins grande, mais il y aurait toujours possibilité de trouver une valeur ajoutée aussi à la vente. Là. Avoir souvent, avec la spéculation immobilière, retrouver aussi une santé financière en quelque sorte, parce que pas souvent, on le voit avec la logique, ça prend plus de valeur si on a bien fait les choses, c'est-à-dire bien entretenu la maison et compagnie. Là. Tout à fait. Tout à fait. Puis en ce moment, dernièrement, on avait parlé qu'on était dans un marché plus stable. Là, on est toujours dans un marché de vendeurs principalement dans toutes les régions. Donc, c'est encore un bon moment pour vendre. Est-ce que parce que là, tu parlais du taux variable, le taux fixe, qu'en est-il pour lui? Est-ce que c'est à peu près la même chose ou sinon complètement un autre horizon pour peut-être expliquer aux gens? Là? Même chose, taux fixe. Si vous avez des taux, comme je parlais dans ma dernière chronique, là, de 1,38 à 2,49, en ce moment, votre paiement, il est fixe. Vous payez autant de capital que d'intérêt, c'est correct, mais il faudrait en mettre plus. Donc, exemple que vous mettez 100 $ de plus, bien, ce 100 $-là, c'est 100 $ de capital. Exact. Donc, au renouvellement, si vous avez un renouvellement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, bien, ce capital-là va être plus diminué. Donc, le taux d'intérêt qui va être rendu là, avec le plus petit capital, votre paiement va être moins élevé, mais il va être plus élevé quand même. Est-ce que la solution pour ceux peut-être qui ont des problèmes financiers ou qui se voient dans une contrainte actuellement pour faire leur paiement, est-ce que c'est d'amortir sur le plus long terme? Est-ce que c'est une des stratégies qu'on peut employer ou du moins qui est envisageable? Oui.
C'est sûr que si on veut vraiment pas vendre, c'est la maison familiale, on veut garder absolument, On n'est a pas une prêt à valeur faire. sentimentale pour nous, mais par exemple. Puis là, on est prêt à serrer la ceinture. Oui, on peut aller dans un amortissement plus long, mais sachez qu'un amortissement plus long, c'est plus d'intérêt, plus de coûts. Donc, si vous avez de la difficulté maintenant à payer et que vous décidez de le faire sur plus long, bien, vous allez payer plus sur plus longtemps. Fait qu'en bout de ligne, il faut revenir Ouais. à dire, est-ce qu'on est un jeune couple qui va aller en augmentant dans les salaires ou des gens vers la retraite qui vont diminuer en salaire? C'est un peu comme je vais me permettre l'espagnol, un peu comme un gambling, ça. Parce qu'on ne sait jamais notre situation financière dans 5, dans 10 ans. Est-ce qu'on va être encore en couple? Est-ce que, tu sais, c'est tous des réalités, ça existe, c'est possible aussi. Là, Bien, prenons un exemple de couple qui se sépare. Oui. Des fois, vendre la maison, oui, on va dégager un profit. Mettons que ça fait, eux autres, ça fait 4 ans qu'ils ont la maison, ils ont acheté en 2019, juste avant. Là, ils se séparent. Fait que là, la maison a pris beaucoup de valeur, on vend la maison, on rembourse l'hypothèque de la maison, le profit est séparé en deux. Et là, avec le profit qui reste, le profit X et les salaires des deux, est-ce qu'on se qualifie à 6,49 pour racheter les deux? Dans beaucoup de cas, la réponse est non. C'est ça. Il nous reste plus de temps, mais ça nous amène toujours à ce que tu nous as souvent dit dans cette chronique. C'est toujours bien faire ses devoirs aussi en amont, avant même d'acheter une maison, de toujours se garder un fonds de sécurité, un filet de sécurité pour pouvoir pourvoir donc à toute éventualité, si jamais il arrivait justement un contexte d'inflation, ne serait-ce que pour les besoins primaires aussi de la famille, aussi de pouvoir y recourir au quotidien. Merci beaucoup en tout cas, Myriam. Merci, Alex. Toujours très, très éclairant de t'avoir avec nous. Bonne journée. Buenos Dias, c'est ce livre qui est disponible dès maintenant et c'est pour vous cet automne et avec l'arrivée aussi de plus en plus de l'envie de vouloir rester à l'intérieur, donc de faire du cocooning et de cuisiner, je pense, un incontournable. Et c'est Alexandra Diaz qui en est l'autrice, l'auteur que vous connaissez depuis de nombreuses années, animatrice aussi. Alexandra Diaz, salut! Salut toi, merci de ce rendez-vous ponctuel à chacune de mes sorties. J'apprécie vraiment. Tellement pétillante. Et puis, est-ce que je peux amener une petite anecdote avant d'ouvrir les caméras? Ça me fait sourire. Certainement. Ton surnom de patate pimpante? Mais oui, mais c'est parce que je vais te répondre en moins de 8 minutes parce que c'est un sujet que j'adore. C'est que j'ai commencé à courir il y a 10 ans et je me suis rendu compte que quand je m'inscrivais à une course officielle, j'étais pas mal la dernière arrivée de l'élite. Mais la première, des couch potatoes. Donc, de couch potato, je passais à patate. Donc, je demeure une coureuse lente, mais je suis toujours bien une coureuse. On a ça en commun. Je suis un marathonien, mais par contre, je n'ai pas ce même talent-là culinaire et aussi, surtout pas le talent pour toi que tu l'as pour le vulgariser. Et je dois aussi faire une confession. Tu parles beaucoup d'air fryer dans ce livre-là. Je n'ai pas d'air fryer. Est-ce que je suis out de ne pas en avoir maintenant en 2023? Tu es un extraterrestre. Ah oui? Bon. Chacun ses combats. Pas, là. Non, ça va pas? Ça va pas. Ça va pas du tout. Écoute, je le raconte dans le livre, mon assistante, je dis mon assistante, là, mais là, sachez le monde entier que assistante dans ma vie professionnelle, là, c'est la personne qui me permet de tout réussir. Là. C'est moi qui amène le café pour qu'elle m'aide. Là, tu sais. Elle s'appelle Laurence, puis elle a 25 ans, puis à un moment donné, on jasait quand on a commencé à travailler ensemble un peu après la pandémie. Puis à un moment donné, elle parle de son air fryer, puis là, je dis, bah, j'ai pas ça. Puis, écoute, elle m'a regardée, là, comme si j'avais 102 ans. Elle était catastrophée. Puis là, moi, je me dis, j'ai des ados, je me trouve cool, je trouve que je suis une maman quand même qui écoute la bonne musique de son époque et aussi d'avant. Elle me regardait, là, je pense qu'elle allait donner sa démission. Fait qu'on a vraiment ri. Ben non, mais j'exagère, là, tu sais bien, je suis chilienne. Mais elle ne pouvait pas imaginer, et c'est elle qui m'a fait découvrir le air fryer. Et donc, ça va faire presque 2 ans que c'est devenu le grand amour de ma vie. Et dans ce livre-là, bien sûr, il y a la cuisine traditionnelle, parce que c'est encore un peu une question de goût, mais je pense qu'à un moment donné, tu vas succomber parce que c'est intelligent, puis parce que la saveur est au rendez-vous. Écoute, tu mets un saumon là-dedans avec les bonnes épices là, que tu vas trouver dans mon livre, là, que j'avais bien sûr sous la main pour notre rencontre. Tu pars ça, et quand ça sort, c'est croustillant, là.
mais croustillant, puis à l'intérieur, c'est fondant, parce qu'il n'y a rien de pire au monde qu'une pièce de saumon trop cuite puis sèche. Fait que moi, après avoir mis cela approximativement, écoute, j'ai dit oui, je le veux, on s'est mariés, on a eu beaucoup d'enfants, j'en ai cinq maintenant des air fryers. T'en as 5? Ouais. Ah oui? OK, fait que Ouais. c'est parce que je me disais, donc, tu t'es marié 5 fois? Non. Non? Je me suis mariée une fois, puis on a fait des petits. On a choisi des modèles différents, on a testé 2 tiroirs, gros tiroirs. J'en ai un au chalet, j'en ai 3 au studio, j'en ai 2 chez nous, il y en a un chez mon chum. Genre, moi, si tu veux que je sois dans ta vie, il faut que tu aies un air fryer. Achète un tout de suite. Mais trêve de plaisanterie. Ce que je remarquais dans ton livre aussi beaucoup, Buenos Dias, c'est que il y a cette envie, puis bon, ça fait partie, je pense, de nos jours maintenant avec l'inflation, le coût a explosé de nos aliments, mais plus que jamais, toi, ça fait longtemps chez vous avec les enfants, tu les as conscientisés à ne pas gaspiller, hein, carrément. Oui. Oui, bien, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le air fryer. Puis c'est pas parce que je vais y revenir, c'est vraiment, vraiment une façon de cuisiner qui fait que n'importe quoi qui traîne dans le frigo puis qui est devenu toute flagada comme moi le samedi matin après ma grosse semaine de travail, tu mets ça là-dedans, ça redonne vie à tout. Puis je trouve que c'est une des grandes façons de passer des restants. Je trouve que tu peux pas snobber aucun ingrédient qui traîne. Bien sûr, je peux le faire au four, en potage, en autre chose, mais chez nous, on ne le gaspille pas. Puis c'est une des grandes lignes directrices de ce livre-là. On ne gaspille pas la vie, c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Fait que si tu te lèves de bonne humeur, retourne dans ta chambre, fouille, tu risques de trouver un petit soupçon de bonne humeur, tu reviens, parce qu'on ne sait jamais. Puis que tu es déjà assez privilégié dans la vie. Donc, mes 2 règles d'or, c'est on ne gaspille pas la vie et on ne gaspille pas d'aliments. Moi, je te jure, là, des fois, là, soit au studio, parce que je suis toujours en train de tester des recettes ou en train d'en faire pour mes réseaux sociaux, ou à la maison, mais il peut rester une bouchée, je te jure, je la jette pas. Je la mets dans un petit contenant, puis des fois, c'est ma collation. Puis des fois, ça peut être un petit bout de steak que je vais garder dans mon petit contenant hermétique. Je vais me sortir un tortillage. J'ai tout le temps des tortillas, là, ce qu'on appelle des tacos mous, là, pas des tacos en boîte. Dans le congélateur, je mets ça toujours dans l'air fryer ou sur le grille-pain ou dans le grille-pain. Je rajoute ma petite bouchée, je me mets une petite salsa, un petit légume qui traîne, une petite feuille de laitue, whoop, une collation, c'est réglé. Fait que pour vrai, je suis contente que tu en parles parce que ça fait vraiment mal ces temps-ci, là, à quel point les aliments sont chers, à quel point le coût de la vie a augmenté. C'est vraiment une grande difficulté pour bien des familles. Puis moi, je souhaite avec mon livre que le plaisir de manger soit au rendez-vous puis soit possible pour tout le monde. Moi, je suis une mère monoparentale, puis j'ai encore plus à cœur ceux qui pédalent, qui pédalent. Bien, c'est ça. Et il y a une autre chose aussi qui est quand même assez décodable parce que je trouve que, tu sais, c'est très décomplexé sur le fait que, bon, il y a 9 sections dans le livre, 80 recettes si je m'abuse, puis il n'y a aucun tableau de valeur nutritive non plus, là. Donc, Ouais. c'est le plaisir de manger sans se sentir, tu sais, quand je parlais d'être décomplexé, avec l'image corporelle aussi, tout ce qu'on a pu véhiculer ces dernières années, toi, c'est vraiment de retrouver le plaisir de manger. Oui. Mais c'est ça que, tu sais, moi, bien avant de faire Cuisine Futée, j'avais une maman qui m'avait fait lire tous les principes de nutrition depuis Louise Lambert-Lagacé, la papesse au Québec de la nutrition. Ensuite, j'ai fait le Cuisine Futée, un projet avec une nutritionniste et plusieurs nutritionnistes qui travaillent avec nous. Et mon précédent livre sur la course a été fait aussi avec une nutritionniste sportive. Donc, c'est un principe très, très important, la nutrition. Par contre, je peux pas croire que toute ma vie, je vais penser à ce que je mange. Je peux pas croire que toute ma vie, je vais me demander si j'ai mangé 4 grammes de fibres. À un moment donné, je prétends que les gens, on commence à connaître qu'une assiette équilibrée doit être pleine de couleurs. Si c'est beige, c'est pas grave, mais au repas suivant, fais ton petit effort. Si tu manges des pâtes à tous les jours, c'est beige. Si tu manges de la poutine à tous les jours, c'est beige. Donc, je pense que les gens sont informés, puis qu'en même temps, la nature humaine est un peu paresseuse. Donc, j'aime ça m'adresser à moi-même la première, comme si j'étais une enfant, parce que j'aime ça être émerveillée, puis me dire qu'une assiette colorée, faite avec, mettons, un point de protéines, un point de carbs, là, de glucides, puis 2-3 gros coups de poing de légumes, là, c'est assez. Donc, ce livre-là ne tient pas compte de ces valeurs-là, mais je vous fais confiance de vous être bien informés avant. Puis, no joke, moi, le 80-20 demeure ma façon de faire. 80% du temps, je connais ce qui fait
du bien à mon corps. Je sais qu'il faut que je dorme. Je sais qu'il faut que je rigole. Je sais qu'il faut qu'on m'embrasse dans une journée. Il faut que je colle ma famille. Je sais qu'il faut que je mange bien. Mais il y a 20 du temps, c'est la vie. Je suis un peu stressée. J'ai un peu débordé. Mais au final de l'année, j'ai une bonne moyenne au bâton. Et d'ailleurs, je trouve une Bible pour garder cette moyenne au bâton-là et de se le procurer. Et d'ailleurs, ça me permet, Alexandra, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nouvel ouvrage qui s'en vient? Il y a Buenos Dias, évidemment, qu'on a parlé, mais il y a un nouvel que tu prépares, un nouvel ouvrage que tu prépares, je pense. En fait, il est fait, c'est-à-dire qu'un peu comme quand je travaillais à Cuisine Futée, j'aimais beaucoup mettre en valeur le travail des nutritionnistes et j'ai toujours continué de vouloir mettre en valeur le travail des gens parce que tu le sais, je suis une ancienne journaliste, j'ai fait ça toute ma vie aux nouvelles et là, j'ai voulu faire briller de tous ses feux le chef de l'heure, Amine Labi, que ceux qui ont regardé l'émission Les Chefs l'ont découvert. Et le gars, là, où il aurait pu gagner, à un moment donné, il a tout sacré ça là pour aller jouer un autre, pour aller sauver un coéquipier. C'est Amine, là, c'est un gars que je veux dans mon équipe. Et donc, j'ai mis à sa disposition mon studio, mes connaissances d'auteurs, de filles qui publient pour faire briller les recettes de ce chef-là. Et son livre, attends, je l'ai pas loin. Je vais peut-être, vous allez pas m'aimer, je vais faire le cadrage. Je suis appuyée sur Amine. Check ça, je suis appuyée sur Amine. C'est lui, check sa face. C'est une face d'amis. Face d'amis. Donc, check si on fait un beau couple. Moi, je suis sa mère, lui, c'est mon fils. Accepter cette invitation, puis on va reparler de l'ouvrage certainement avec Amine et toi, pourquoi pas les deux, le père et la mère à venir nous parler du prochain ouvrage. Merci beaucoup, Alexandre. Ah non, la mère et le fils. Le père et la mère, je vais dire la mère. Merci pour le compliment. Je l'aime, ton compliment. Moi. Tu vas l'entendre, il va être là, what's up, Alex? What's up? Non, c'est ma mère. Merci à toi. Je t'embrasse. Moi aussi. Merci beaucoup. La campagne Bien chez soi qui a été menée récemment durant tout le mois de septembre parmi toutes les quincailleries du groupe Rona et on en discute justement avec le directeur général adjoint du Réno Dépôt Laval chez nous, Vincent Arsenault. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est tout d'abord donc cette campagne Bien chez soi qui a été menée récemment chez nous là? Oui, campagne Bien chez soi, c'était la première édition qui a eu lieu dans presque tous nos magasins à grandeur du Canada du 1er septembre au 9 octobre. C'était chapeauté par la Fondation Rona qui célèbre ses 25 ans cette année. Bien chez soi, cette année, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment se rapprocher plus de ce qui nous ressemble. On a des centres de rénovation en magasin. Donc, Bien chez soi, c'est pour revitaliser des milieux de vie pour des personnes en difficulté ou à rendre plus accessible, dans le fond, l'accès au logement pour ces gens-là. Et Dieu sait qu'on a besoin de logements actuellement, alors c'est quand même bien apprécié. Et combien d'argent vous avez été en mesure d'amasser, là? La grandeur du Canada, c'est plus de 730 000 qui a été ramassé dans 150 emplacements. Pour Laval, c'est plus de 15 000 qui a été amassé. C'est quand même très, très bien vu le contexte. Réno Dépôt Laval, on l'a été chercher presque 6 200 6 137 exactement, qui va être mis dans le fond à la maison Lester. Fait qu'on est super fiers de présenter ça aujourd'hui. Est-ce que vous savez de quelle façon l'organisme va par la suite dépenser l'argent? Est-ce que vous avez un peu eu vent là, des actions qu'on veut faire? Oui, excusez, c'est quelqu'un, dans le fond, c'est des gens qui travaillent pour aider les personnes qui sont victimes de violences conjugales, dont les femmes et leurs enfants. Ils vont offrir un hébergement souvent temporaire d'urgence, où ils vont être bien en sécurité. Il y a un encadrement aussi qui est spécifique pour les enfants qui sont peut-être des fois plus en bas âge. Ensuite, il y a une ligne d'aide qui est là 24/7. Et ils vont les aider même avec des suivis à l'externe par la suite. Ils vont aider beaucoup la communauté en prévention aussi, toutes des choses comme ça. Alors, vous avez fait œuvre utile. C'est le cas qu'on peut dire, qu'on peut mentionner, le mot est faible. Et de quelle façon vous avez amassé cet argent-là? Est-ce que c'est les employés, est-ce que c'est les clients qui pouvaient contribuer? Ou... C'est un peu des deux. Les clients en ligne pouvaient contribuer quand ils faisaient des achats, c'était demandé. En magasin, nous, par le passé, le gros nerf de la guerre, c'était vraiment aux caisses que nos caissières parlent, qui expliquent aux clients c'est quoi la cause, est-ce que vous voulez donner un petit 2 5 10 C'est sûr, maintenant, on a des caisses libre-service en magasin, fait que ça limite un peu le contact. On a toujours des caisses ouvertes, évidemment, pour les clients qui veulent payer comptant. Mais il y a quand même beaucoup de clients qui préfèrent les caisses libre-service. Donc là, ça devient plus dur. C'est simplement, voulez-vous faire un don, oui ou non? On n'a plus l'opportunité de leur expliquer. Fait qu'on a travaillé beaucoup en magasin pour trouver des activités à faire. On a fait plein de choses. On a fait une vente de garage. Des associés sont venus. Ils ont apporté des choses de chez eux qu'ils voulaient donner. On a pu vendre ces choses-là
aussi pour 100% des profits vont être remis, ouais. Avancer. Donc là, la campagne est terminée, mais là, c'était la première édition. Est-ce qu'il y aura d'autres, peut-être, initiatives pour vous, pour continuer d'autres façons? Là, je pense au temps des fêtes qui s'en vient. Là. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, initiatives là, pour ramasser de l'argent ou ramasser des denrées qui seront peut-être portées par votre magasin ou le groupe Rona, savez-vous? Bien, normalement, avec la Fondation Rona, on a 2 événements majeurs par année. Il y en a un qui est au printemps, fin mai, début juin, un qui est à l'automne. C'était souvent la campagne Enfant Soleil qu'on chapeautait dans le passé. Je ne sais pas pour le futur, je ne pourrais pas vous dire. Et puis on avait la campagne du printemps qui est maintenant bien chez soi, excusez, de l'automne. De l'automne, oui. Maintenant bien chez soi, oui. Fait, donc, on voit les rouages de la Fondation Rona, là, les valeurs de la Fondation Rona qui sont très familiales, très communautaires. Exactement, redonner à la communauté, c'est super important pour nous. La campagne Bien chez soi, ce qui est le fun maintenant, c'est que chaque magasin, chaque emplacement va choisir à quel organisme il veut faire son don ou pour quel organisme il veut ramasser pendant la période de don. Ben, en tout cas, félicitations pour cette mobilisation. Salutations à toute votre équipe. Puis évidemment, je pense qu'on peut remercier aussi tous les clients également qui se sont présentés chez vous, dans tout le groupe Rona aussi, qui est sur le territoire lavallois. Donc, campagne Bien chez soi. Évidemment, on peut avoir aussi toute l'information sur les plateformes de la Fondation Rona, si on veut en connaître et en apprendre davantage. Vincent Arsenault, donc directeur général adjoint du Réseau Dépôt chez nous, merci beaucoup d'être passé nous parler de cette campagne nécessaire, puis bravo encore pour cette implication. Bien, merci à vous, ça fait plaisir. On l'accueille de façon quand même, je dirais, hebdomadaire presque. J'ai l'impression, mais c'est mensuel, mais je la prendrai à chaque semaine. C'est pour ça. Avec son sourire éclatant, son talent de vulgarisatrice, elle est directrice générale donc, du Musée de la Santé Armand-Frappier. C'est Mme Guylaine Archambault avec nous. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour à vos auditeurs. Bien, ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois parce qu'en plus, on se projette déjà pour le mois de décembre, déjà la mi-novembre au moment de présenter cette émission. Puis, il y aura des activités dès le début décembre. Puis, en même temps, ce sera l'occasion peut-être de reconnecter avec justement la raison d'être, l'ADN de votre musée, c'est-à-dire avec M. Armand Frappier. Oui, donc le dimanche 3 décembre prochain, on commence en beauté le mois de décembre avec une journée porte ouverte tous les premiers dimanches du mois dans les musées au Québec. C'est gratuit. Voilà, c'est une mesure de gratuité pour ceux qui y adhèrent. Alors, toutes les familles, les enfants, les adultes, les aînés, tout le monde est bienvenu. Bien sûr, les dimanches, il y a beaucoup de gens. C'est une expérience qui est un peu différente de l'habitude. Hein. Il y a beaucoup de visiteurs. Il faut s'inscrire à l'avance pour avoir accès gracieusement aux animations en laboratoire, etc. Mais c'est un beau moment de culture de façon gracieuse. Et puis voilà, pour ce premier dimanche de décembre, on accueille pour une dernière fois cette année, on l'a fait à l'occasion de la relâche de façon ponctuelle cet été, donc les comédiens professionnels du réseau artistes qui vont venir interpréter une pièce de théâtre tout à fait originale qui parle de la vie et de l'œuvre du Dr Frappier et c'est accessible pour tous, à toute la famille. Et de quelle façon on se penche sur la vie du Dr Armand Frappier, là, ce personnage si fascinant? Oui, bien, on l'a voulu. En fait, c'est un modèle. Hein? C'est aspirationnel, cette pièce de théâtre-là. Et on a voulu communiquer à quel point c'est un homme exceptionnel, mais aussi un humain comme nous tous. Alors, l'histoire, elle brosse là, toute sa vie. Tout petit, tout jeune, quand il était à l'école, il était dissipé. Il a même redoublé une année primaire. Oui, okay. Absolument. Okay. Et il s'est fait traiter de mouton qui suivait les indisciplinés par un professeur. Puis à partir de ce moment-là, il s'est donné une devise, la voix et non l'écho. Alors, il a voulu montrer la voix et donc le grand événement qui a marqué sa vie, c'est le décès de sa mère aux mains de la tuberculose. Alors, il a fait sa médecine, des études en médecine, et il s'est spécialisé en microbiologie, fondé un institut pour combattre les maladies infectieuses, production de vaccins, et donc le reste est bien connu, là, donc l'Institut Armand Frappier, présent à Laval depuis 1939 déjà. Quand même. Ça nous démontre à quel point Armand Frappier, justement, le Dr Armand Frappier, qui a été un précurseur dans son domaine, grâce à son chemin parcouru, certainement, on le voit que de nos jours, aurait été aussi très utile. On n'a qu'à penser à la réalité pandémique. Là. Donc, ce genre d'hommes qui ont fait partie de nos pionniers dans le domaine de la médecine au Québec puis dans le monde entier. Là. Oui, absolument. Au début du siècle dernier, la lutte contre les maladies infectieuses, c'était ça, les principales actions là, de santé publique à poser.
Et puis donc, c'est un combat qui n'en finit pas. Hein. C'est d'abord le titre d'une de ses biographies au Dr Frappier. Et puis oui, le grand événement sanitaire qu'on vient de vivre nous l'a rappelé de plein fouet. De plein fouet, brutalement. C'est vrai. Alors oui, il faut toujours être en vigie côté lutte aux maladies infectieuses. Et là, on se rend compte aussi que dans votre ADN aussi, au musée de la santé Armand Frappier, c'est aussi la bienveillance, mais aussi vous vous êtes doté, est-ce que je peux dire, d'une sorte de façon de vouloir aussi de vous rapprocher des gens, mais dans la bienveillance, en préconisant aussi la santé alimentaire, l'hygiène de vie, tout ça, c'est dans la vocation également, c'est la continuité aussi de ce qu'était justement Dr Armand Frappier aussi. Oui, aujourd'hui, quand on parle de prévention, de sensibilisation, sensibilisation, d'éducation en santé publique, c'est très large. Alors, on le fait dans le cadre de notre exposition permanente, puis chaque année, on cible un sujet particulier, donc vous l'avez nommé, l'alimentation avec l'exposition temporaire Manger, l'exposition qui nourrit. Puis oui, on est dans des valeurs de bienveillance, d'inclusivité, d'humanisme. Et avec cette exposition, on s'associe toujours pour nos expositions. On rassemble des comités d'experts, de scientifiques qui nous conseillent, qui valident les contenus scientifiques. Puis on a innové pour cette exposition Manger. On a choisi un commissaire en particulier, donc le nutritionniste et auteur Bernard Lavallée. Donc, on a vraiment les mêmes valeurs et cette même approche que vous évoquiez, Alex. Donc, santé durable. Quand on parle de santé ou quand on parle ici d'alimentation, on ne peut pas parler de ces sujets sans se préoccuper de santé mentale, santé physique pour les individus, santé des collectivités, puis santé de la planète, parce que tout ça, c'est interrelié. C'est interrelié, oui, oui. Exactement. Alors, c'est ce que je voulais un peu communiquer là, aux spectateurs aujourd'hui. Donc, le fait que quand on parle d'alimentation, il ne faut pas être trop dans le prescriptif. On ne veut pas non plus être dans la culpabilité. Alors, ni être trop moraliste non plus. Exactement. Là. Donc, manger, ça apporte des nutriments. Hein, Est-ce qu'on parle aussi d'autosuffisance aussi? On parle beaucoup d'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'on peut y voir un certain regard à travers votre démarche aussi? Oui, bien sûr. En fait, on parle du système alimentaire. Donc, parmi les astuces, manger local, manger de saison, on l'a évoqué lors de notre dernier entretien. Mais en même temps, on est tous interreliés les uns aux autres. On est tous, c'est un geste fondamental, vital. Manger, on est tous compétents, mais en même temps, on est tous interreliés. On a besoin des uns des autres pour passer de la terre à l'assiette. On ne peut pas faire ça seul. Alors, c'est un geste là, qui est éminemment social. Et puis voilà, les nutriments, on les retrouve dans tous les aliments. Alors, bien sûr, on essaie de manger un maximum de fruits et de légumes, le moins transformé possible, mais un gâteau, une croustille, une fois de temps en temps, ça fait du bien à l'âme. Alors, on n'est pas dans la culpabilité. Non, c'est pas un plaisir coupable, un petit chocolat une fois de temps en temps. OK, mettons, là, on jase, là. Oui. Les croustilles, les chips, là. Oui. Mettons, là, j'arrive là, au rayon, là, dépanneur, là. Oui. On prend lequel? Puis, chip évident, c'est oui, après l'émission, je pourrais vous partager mes croustilles OK, c'est bon. Moi, j'aurais voulu livrer ça sous le sceau du secret. Je sais pas, je me voyais... il y a un entraîneur physique qui est mon invité tantôt. Fait que là, il vous aurait peut-être regardé, il aurait peut-être analysé votre choix de croustilles. Peut-être, je sais pas. Mais faites maison à partir d'une bonne huile de canola puis de bonnes pommes de terre qui viennent du potager, c'est encore mieux. Mais une fois de temps en temps, les croustilles du marché, c'est très bien aussi. Mais ce sur quoi aussi je voulais faire... mettre un petit peu la lumière aujourd'hui en amont des fêtes. On commence à se préparer pour les fêtes. Croyez-vous au Père Noël? Non, mais là, je ne veux pas divulgacher rien là, pour les petits spectateurs. Là. Non, c'est ça, exact. Mais donc, on se prépare à recevoir, partager des recettes. Non? OK. Non, partager des recettes, socialiser. La socialisation, c'est un des vecteurs, je pense. De santé autour de la table, partager les recettes, partager les bons moments. Alors, parce que c'est prouvé scientifiquement, les gens qui vivent très longtemps en santé, ont de beaux réseaux sociaux. Alors, en préparation des fêtes, peut-être de penser à qui vous allez recevoir. Peut-être qui à ne pas recevoir non plus. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Mais je dirais surtout les gens plus seuls, penser à eux. Certainement. Et puis, prévoir de beaux moments d'échange, de fraternité autour de la table. C'est fabuleux. Il y a cette tradition de partager les recettes familiales. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est justement ma maman qui a repris des recettes de ma grand-maman, sa maman alias, évidemment.
Puis, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose de magique dans... et à chaque année, on mangeait ça au jour de l'an. On se réunissait chez ma grand-mère. Et je te dis, les patates n'étaient pas blanches, étaient jaunes. Il y avait quelque chose là-dedans de magique. Et il y a le lard salé. Je ne sais pas pour vous, y avait-tu une tradition? Avez-vous une recette que vous avez reprise? Ça, je suis capable de vous le demander. J'ai pas de dévoilement de vos croustilles préférées, mais avez-vous au moins quelque chose à nous dévoiler là-dessus? Avez-vous une recette familiale? Peut-être une petite tradition qui nous vient de nos cousins français, la coquille Saint-Jacques. Ça, c'était beaucoup dans ma famille, c'était une tradition là, aux fêtes. Mais voilà. Mais moi, ce que je me propose pour ces fêtes-ci, c'est de tenter de nouvelles recettes. Il y a tellement de... La curiosité. Oui. Et puis, notamment au musée, vous pouvez vous retrouver sur notre site Web. On partage des recettes qui sont aussi partagées dans notre exposition Manger, notamment la molokhia d'une concitoyenne d'origine égyptienne qui nous partage sa recette. Alors, de belles découvertes à faire. Parfait. Mais n'oubliez pas quand même votre coquille Saint-Jacques parce que mon caméraman Jacques, là, et vous venez de le traiter de Saint-Homme, alors il est très content actuellement derrière la caméra. Alors, je pense que vous devez absolument cuisiner une coquille Saint-Jacques juste pour lui. Muséfrappier.org.org. Alors, pour tous les détails. Merci à vous, Mme Archambault. On a un petit peu souri, mais merci de votre précieuse collaboration. Toujours un magnifique endroit à visiter, le Musée de la Santé Armand Frappier. Merci encore d'avoir passé. Merci de votre accueil. À la prochaine. Jean-François Gaudreault est l'auteur de Santé pour la vie, l'équilibre au service de votre santé. C'est d'ailleurs lui qui peut se targuer aussi quand même d'être auprès des athlètes de tous différents niveaux de sport aussi, une référence pour les guider vers des accomplissements exceptionnels. C'est le cas notamment d'Anthony Manta qui s'aligne dans la Ligue nationale de hockey, un des joueurs dominants également de Québécois de surcroît. Je suis bien content de l'accueillir. Salut Jean-François. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Évidemment, on se rend compte dans cet ouvrage que, ce n'est plus ni moins, je pense que un guide pratique, hein? C'est exactement l'idée. C'est pour ça qu'il n'est pas très volumineux. Parce que toutes les lectures que j'ai faites au travers du temps avec toute l'alimentation ou mes livres sur la naturopathie, j'avais de la difficulté à aller chercher de quoi qui était très vulgarisé pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que souvent, on tombait avec des références scientifiques. Fait qu'on avait beaucoup d'informations. Puis souvent, on devait faire des recherches pour aller chercher justement qu'est-ce que l'auteur voulait dire parce que c'est un médecin et tout ça. Puis c'était correct. Mais tu sais, l'idée, c'est d'aller chercher un guide pratique où ce que les gens vont vraiment pouvoir se retrouver puis aller chercher des façons simples, justement, de tester de l'alimentation puis travailler sur leur santé. Parce que c'est ça, là, ce qu'on doit dire, je faisais référence à Anthony Manta, je sais que tu entraînes d'autres athlètes de haut niveau, mais c'est aussi pour le commun des mortels. Là. Je veux dire, pour moi, je suis un coureur, je fais des demi-marathons, des marathons, donc c'est à ma portée, tout comme quelqu'un qui veut peut-être juste faire un 5 km et tout ça. Là. Je veux dire, peu importe. C'est l'idée, exactement, parce que justement, j'ai beaucoup d'athlètes, mais ça m'a permis d'aller chercher de l'expérience puis de faire beaucoup de tests sur tous les types d'alimentation, les modes alimentaires, puis regarder, puis aller trouver des façons simples aussi, ou donner des trucs. Fait que là, l'idée avec le livre, c'est de rendre ça pour monsieur, madame, tout le monde de façon précise, concise et très facile à lire aussi. Fait que je voulais pas donner trop d'informations scientifiques et complexes. Fait que c'est vraiment des façons très simples, justement, d'appliquer les grandes sphères de la santé. Quelque chose qui m'a toujours fasciné chez les entraîneurs, peu importe, les gens qui sont auteurs d'un ouvrage comme le tien, c'est qu'il en existe plusieurs sur le marché. Je trouve que le tien, c'est vraiment démarqué justement par la simplicité, l'efficacité aussi de ce que tu préconises comme rudiment au quotidien. Mais comment tu as réussi à trouver, moi c'est toujours ça, les méthodes d'entraînement, les suggestions que tu y mets pour pas que ça ressemble à d'autres entraîneurs aussi, puis pour que ce soit tes propres méthodes que tu offres aux gens. Ça, c'est quand même un défi, je trouve. Bien, ça a pris du temps. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, puis j'aurais pas fait cet ouvrage-là 2 ans après. Là. Avec l'expérience, tous les tests que j'ai faits, comment appliquer les grandes sphères, aller faire de façon simple sur 4 choses principales de la vie, de son énergie, sa récupération, son sommeil, sa digestion, comment travailler autour de ça pour pouvoir aider ton métabolisme à mieux fonctionner. Puis après ça, avec tous les tests des modes alimentaires, fait que j'appelle ça des modes alimentaires parce que les formes de diète, de keto, paléo, jeûne intermittent et tout ce que tu veux, souvent on se perd là-dedans. Puis c'est un peu grâce à mes clients qui rentraient dans mon bureau et qui me disaient tout le temps, ben qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que là, j'ai essayé telle affaire, puis là, je ne sais plus quoi faire, puis je ne sais pas comment m'en aller. Fait que là,
tout le monde est comme perdu un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations et de désinformations sur les internets. L'idée, c'était de sortir justement de quoi de façon très simple et précise pour être capable d'aider les gens à savoir comment tester un plan alimentaire, combien de temps tu le testes et surtout qu'est-ce que tu fais après pour revenir à une alimentation plus saine et équilibrée. Ouais. C'est quoi la règle numéro 1? Là, on part de rien, là. Mettons que moi, je pars de rien puis je veux me mettre en forme. Qu'est-ce que je dois regarder? Est-ce que c'est mon alimentation? Est-ce que c'est simplement d'aller bouger? Règle de base numéro 1, 101 pour quelqu'un qui nous écouterait actuellement. Règle de base très simple, là, on va juste regarder notre routine de vie. Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi ton horaire de travail? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des obligations? Puis il faut que tu trouves tes périodes où tu es libre, que tu peux faire de l'activité physique. Fait que si tu veux commencer l'activité physique, puis ça peut être seulement de la marche, avant d'aller t'entraîner dans un gym 6 fois semaine puis de lâcher au bout d'un mois. Fait qu'il faut que tu y ailles avec vraiment ce que tu as dans ton horaire à toi puis ce que tu peux faire. Puis quand on tombe après dans l'alimentation, avec le côté que je vais toucher un petit peu plus avec le livre, bien, c'est un peu le même principe. C'est qu'est-ce que tu peux tester puis qu'est-ce qui t'appelle le plus. Fait que, tu sais, si tu veux tester un plan paléo qui est une diète qui est comme un sans glucides, plus principalement protéines, bien, je te donne des trucs de comment l'utiliser, combien de temps pour le faire, qu'est-ce que tu devrait avoir comme résultat, mais jamais y aller non plus trop intense au niveau de ses objectifs. Fait que quand les gens essaient d'aller chercher des pertes de poids excessive ou de hypergang ou de ce que tu veux comme perte de poids extraordinaire, ça fonctionne pas et ça fonctionnera jamais. C'est pas sain, me semble. Non, parce que c'est trop intense. T'sais, quand on fait quelque chose de trop intense, souvent on va lâcher plus vite, puis quand on lâche, on s'en va sur l'autre côté complètement. Fait que là, on va retomber dans des mauvaises habitudes. C'est un autre extrême. Fait que là, tu perds 10 livres, 15 livres, 20 livres en un mois, mais tu vas en reprendre 20, 25 parce que tu as fait un rebound, l'effet inverse. Fait que c'est pour ça que l'idée, c'est d'aller chercher vraiment une belle façon de s'alimenter, puis une santé pour la vie, puis c'est exactement ça. Puis je vais même toucher les repas de triche et l'alcool aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec les repas de triche? Qu'est-ce qu'on garde? Comment on peut gérer de l'alcool pour s'aider justement garder un mode de vie simple, un mode de vie le fun, avec une vie sociale aussi pour pas s'empêcher de sortir. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait le choix. Je prends plus de dessert, mais je prends de l'alcool. Ah, ben c'est un choix aussi, tu sais, parce que c'est une façon de faire, puis ça peut aider les gens, mais c'est un peu l'idée, c'est de trouver ses guides et ses trucs pour être capable de s'enligner avec une meilleure santé. En tout cas, assurément, c'est sûr que chaque personne est différente, a un système aussi qui fonctionne de manière différente, a des poids différents, on a une génétique différente, ça rentre en ligne de compte. Tu parles de jeûne aussi dans le livre, j'ai constaté ça. Puis quelque chose que je voulais savoir, parce qu'on en parle beaucoup de nos jours en disant que les jeunes ne bougent plus. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'ai 2 neveux qui bougent, qui font du sport, qui jouent au hockey, un qui fait du vélo de montagne, qui fait du ski de fond, qui est dans un programme de sport à l'école aussi là-dedans. Donc, est-ce que tu as constaté ça, toi, dans ton travail, que les jeunes ne bougent plus de nos jours? Bien, les jeunes vont réussir à bouger parce que souvent, ils ont des programmes sportifs ou complémentaires. Fait que souvent, les jeunes finissent par bouger. Il y en a certains qui sont un peu plus intellectuels, puis c'est correct aussi parce que ça fait partie des personnalités des gens, mais c'est en vieillissant. En vieillissant, là, on se rend compte que les gens, tu sais, on va sortir de la maison dans le garage, parce que surtout l'hiver, parce que là, on veut pas déneiger l'auto. Fait que là, on fait 4, 5, 6 pas pour se rendre dans l'auto. On va stationner dans un stationnement, on va prendre l'ascenseur. Fait que finalement, tu es rendu avec une montre intelligente pour calculer le nombre de pas que tu fais dans ta journée pour être sûr que tu as marché assez. Fait que ça donne une indication de « Ah ouais, on bouge pas assez ». Non, c'est ça. Et t'attends pendant une demi-heure pour avoir ton café à l'auto, commande à l'auto, parce que t'es même pas game d'aller faire 3-4 pas pour rentrer, pour sortir, pour aller chercher. Fait que c'est ça qui donne les indications, c'est le fait qu'on bouge beaucoup moins, qu'on est rendu avec des applications pour te faire signe de te lever, puis de bouger, parce que là, en plus, on est rendu avec du télétravail. Fait que c'est encore plus facile. Les seuls pas que tu fais, c'est te lever pour aller manger dans le garde-manger. Changer à brasser de lavage. Ou aller aux toilettes. Fait que c'est vraiment de revenir avec une façon équilibrée. Puis on a plus d'accent sur l'alimentation parce que c'est la première chose qui va t'influencer. Fait qu'en travaillant autour de l'alimentation puis de ton sommeil, ta digestion, bien, tu finis par retrouver un équilibre de santé puis tu essaies de l'avoir le plus longtemps possible sans être obligé d'aller faire de l'activité physique trop intense, mais ça reste toujours un objectif aussi d'intégrer de l'activité physique. Ça devient très, très important. Et j'ai encore un peu de temps, puis je sais qu'Alain, mon réalisateur, va être content que je te pose la question, Jean-François, parce que c'est un amateur de hockey, j'en suis un aussi. Est-ce que Anthony Mantha t'impressionne ou quel athlète t'a le plus impressionné à son contact? Est-ce que c'est par son engagement? Est-ce que c'est par ses résultats? Est-ce que pour toi, spontanément, cette question, il y a quelqu'un qui te vient en tête? Bien, Georges Saint-Pierre a été quand même très impressionnant. C'est un athlète extraordinaire.
lui-même se qualifie comme une bébite. C'est vraiment une bébite. C'est un athlète passionné de tout. C'est un excessif, mais il pousse à plusieurs niveaux. Il est ouvert, il essaie plein de choses. C'est un athlète qui est très, très, très complet pour tout ce qui est sport de combat puis ce qui amène là. Au niveau du hockey, j'avoue, Anthony, il a vraiment une belle personnalité. C'est le fun, c'est un gars de hockey. Tu y parles, il mange du hockey, il aime ça. Un athlète que j'ai entraîné, j'ai suivi beaucoup, c'est Lars Eller, qui est un Danois. Ben oui, Lars, canadien notamment. Ouais, exact. Lars, lui, a été très impressionnant dans le gym aussi par ses qualités athlétiques. Ça a été assez impressionnant de le voir évoluer. Est-ce que c'est au niveau des charges qu'il était capable de monter l'endurance, le cardio? Complet. Okay. Il est capable de s'adapter, puis il est le fun parce qu'on appelle ça, l'expression anglaise, c'est coachable. Fait qu'on est capable de l'enseigner dans l'entraînement, fait qu'il est ouvert à essayer des choses. Puis des fois, c'est un peu là que ça prend un athlète qui est ouvert d'esprit, parce que quand un athlète veut évoluer, c'est que tu peux pas rester dans la même chose que ce que tu fais si tu veux changer puis t'améliorer. Ce que Georges Saint-Pierre a très bien compris, parce que pour qu'il fasse de la gymnastique, qu'il fasse de la nage, qu'il fasse plein d'activités physiques au travers de ses entraînements pour donner des qualités athlétiques, bien, c'est ça qui devient important. C'est qu'il faut que l'athlète soit ouvert à essayer des nouvelles choses puis tester des nouvelles affaires pour pouvoir performer. Ouais. Ne pas se réserver qu'à un seul sport, finalement, pour pouvoir aussi, dominer dans son sport. Exactement, exactement. Fait que, ça devient important de tester d'autres choses. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus les joueurs de hockey faire de l'activation avec un ballon de soccer. Fait que là, souvent, ils vont faire une activation différente que jouer au hockey. Ils font les jouer avant le match, ils jouent entre eux autres. Là. Oui. C'est un peu l'idée. Mais oui, ça devient très important parce qu'il faut que tu deviennes complémentaire, il faut que tu ailles chercher des qualités athlétiques. C'est pour ça peut-être que nos jeunes, on parlait tantôt de les faire bouger, tu sais, de les faire justement l'été soccer, de les faire jouer au baseball, peu importe, de ne pas toujours faire des écoles de hockey l'été, de pas les, tu sais, déjà qu'ils jouent l'hiver, laissez-leur faire d'autres sports. Des fois, on voit des parents qui sont un petit peu plus, là, je sais que c'est un autre sujet, mais qui les forcent à aller même dans des écoles de hockey pendant l'été. Ouais. Et ça peut être un perfectionnement qui est calculé dans la préparation physique, mais les joueurs que j'entraîne, moi, je leur interdis de mettre le patin et toucher à leur hockey pendant au moins un mois minimum. Minimum. Puis après ça, on verra comment on réintègre. Prenez des notes. Un expert vient de vous le dire. Je pense que déjà là, toute la crédibilité dans ce qu'on vient de discuter dans les dernières minutes s'y retrouve. Et dans cet ouvrage-là, c'est tellement bien ficelé et c'est complet. Santé pour la vie, l'équilibre au service de votre santé à se procurer. Jean-François Gaudreault, merci beaucoup. Merci, Alex. Avez-vous peut-être un petit problème à la maison des fois pour gérer vos émotions dans certaines circonstances? Si ça fait peut-être 6, 7, 8, 10, 15, 20 fois que vous répétez à votre enfant de ne pas faire tel acte? Non, mais de façon plus sérieuse, des fois en tant que gestionnaire, en tant que patron, on a des décisions qui sont peut-être difficiles à prendre. On doit évidemment faire le tout en respect envers nos employés, envers nous-mêmes, aussi envers nos valeurs. Et c'est là où elle entre en ligne de compte. Karine Roy, qui est coach en gestion, qui est avec nous. Salut! Allô Alex, ça va bien? Ça va très bien. Je le disais, toujours dans le respect, mais parfois, en tant que gestionnaire, gérer ses émotions en tant que leader, des fois la ligne est mince entre perdre le respect de nos employés ou le conserver. Là. Puis c'est intéressant que j'aime beaucoup le parallèle que tu as fait avec les enfants parce que malheureusement, des fois, être un gestionnaire, c'est aussi gérer un peu une garderie. C'est plate à dire, mais c'est une réalité. Ah oui? Oui. Mais en fait, oui, puis c'est de rester en maîtrise. C'est ça le grand défi quand on est leader, c'est qu'on a une posture à tenir et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, quand on est leader, donc on est à la tête, on est un chef ou on est un entrepreneur, peu importe le statut qu'on a, dès qu'on a un statut d'autorité, on a une posture à tenir. Et ça veut dire apprendre à se gérer et à gérer ses émotions. Oui, c'est ça, on est la figure, on incarne souvent l'entreprise, on est l'image aussi de groupe aussi. Ça également, il faut le dire. Justement, comment peut-on développer, parce que c'est pas inné en tout le monde, pour tout le monde, de pouvoir gérer ses émotions, de pouvoir aussi, par la suite, continuer d'être positif. Comment on peut le faire dans un quotidien, les développer, ces valeurs-là, ou ces portes d'entrée-là, finalement? Moi, j'appelle ça l'entraînement conscient. Donc, il faut d'abord être conscient de l'impact que l'on crée chez les autres. Il faut être ouvert aussi à avoir du feedback, donc entendre, ça peut être de son équipe, donc de demander la rétroaction de gens de qui on côtoie, de qui on est proche, ou de son équipe, et d'être ouvert à entendre la réponse. Donc, ça demande beaucoup d'introspection. D'humilité? Aussi. Non, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui est en position de tête. Parfois, ça doit être, c'est acte d'humilité. Puis,
par contre, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs extérieurs, intérieurs? Si on y va de ce que toi, en tant que coach en gestion, tu vois sur le terrain quand tu es au contact des entrepreneurs, des entreprises, quelles sont peut-être des fois ces choses-là que tu remarques? En fait, tout peut être un déclencheur. Ça peut être la façon dont quelqu'un parle, le ton, ça peut être une situation, ça peut être un contexte, ça peut être ton niveau, ton irritabilité de la journée qui fait que tu es plus... T'es plus en mèche courte, là? Oui, la mèche courte, comme on dit. Donc, en fait, ce qui est important quand tu es un leader, c'est d'être capable de te catcher. Tu sais, quand ça arrive, OK, je sens que je suis en train de vivre une émotion qui n'est pas bien plaisante, les fils vont se toucher, comme on dit, là. C'est peut-être le temps de prendre un peu de recul puis de sortir volontairement de la situation. Il y a des fois le stress qui est lié aussi à la charge de travail qui peut être un facteur. C'est tout à fait un facteur. En fait, j'ai envie de dire, je pense que c'est la première cause. Être à la tête d'une entreprise, c'est porter beaucoup de responsabilités. Donc, il y a un niveau de stress qui vient avec ça. Si on vit des difficultés plus importantes, que ce soit financières, dans la relation avec l'équipe, les employés, avec des clients, ça fait juste accentuer ce niveau de stress-là. À quel point doit-on être honnête envers les employés? Et je précise ce que je veux prendre comme direction. Si ça va mal, si on traverse en tant que gestionnaire une période difficile, si ça va moins bien au sein de l'entreprise sur le plan financier, si on vit une période d'instabilité, bon, peut-être que ça va apporter une certaine anxiété sur le plan du groupe de travail, mais en même temps, certains aiment mieux le savoir, donc vont peut-être être à même de mieux comprendre les enjeux de leur patron. Alors, si toi, tu frappes à la porte et tu sollicites peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, une augmentation de salaire, par exemple, ou un litige entre 2 employés, ça se peut que le gestionnaire ou le leader n'ait pas nécessairement le temps de pouvoir gérer la situation actuelle, même si ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, le cas échéant. Mais donc, jusqu'à quel point on doit être transparent aussi? Ça aussi, c'est je trouve, une autre question qui est importante, là. Bien, je pense que c'est important d'être authentique. Ouais. Tu sais, j'aime le mot authentique dans le sens qu'on tout se dit, mais il y a une façon de dire les choses. Et il y a un lieu, il y a un endroit, puis il faut aussi voir la maturité de l'équipe, être capable d'entendre certaines informations. Donc, dans une période où l'entreprise, mettons, vit des grandes difficultés financières, puis, mettons, il envisage peut-être de fermer ou de mettre à pied des postes, c'est certain que c'est extrêmement délicat. Ceci dit, quand on est un bon leader, on peut des fois voir venir des situations, puis ça peut être aussi une belle occasion de mobiliser les troupes, tu sais, de reprendre l'équipe et de dire « Hey, on est capable de revirer ça de bord, guys », puis on le fait. Donc, ce niveau de transparence-là peut devenir super intéressant dans une option de mobilisation. Oui. Est-ce que c'est parfois dans ce genre de situation, si on sent qu'en tant qu'employeur, gestionnaire, veut pas, on se connaît, on écoute aussi les doléances de notre groupe de travail, est-ce que c'est aussi peut-être d'engager une firme qui va venir nous donner un coup de pouce sur le plan. Tu sais, des fois, on invite souvent les employés à se former. Bien, en tant que gestionnaire, on peut se former. Si on sait que ce n'est pas inné en nous, est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide, justement, sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous guider? Tu sais, toi, tu es une coach en gestion, donc j'imagine qu'on peut faire appel à des gens comme toi aussi qui ont ce bagage-là. Oui, puis moi, je travaille avec les exécutifs, avec les leaders. Il y a des coachs qui vont se spécialiser dans des dynamiques d'équipe. Puis encore une fois, il faut juste voir aussi est-ce que l'équipe veut être coachée. Donc, il y a toujours ça qui est à prendre en considération. Ceci dit, le leader doit quand même avoir certaines aptitudes de gestion, de leadership. Et c'est à lui aussi de prendre les mesures pour apprendre à se gérer dans ces défis-là. Oui, et à maintenir ses décisions aussi. C'est-à-dire aussi, tu sais, un coup qu'elles sont entérinées, il faut être... Bien, c'est ça, être conséquent, puis constant dans cette prise de décision pour garder le respect, justement, puis je pense ne pas perdre. C'est toujours de trouver le sweet spot. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, intéressant comme piste de discussion et de réflexion, assurément. Karine Roy, merci beaucoup d'être passée encore une fois, puis on se retrouve à un autre sujet prochainement, toujours dans ce contexte des chroniques où tu es coach en gestion. Merci beaucoup. Merci. Cet été, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé à Boston et c'était immanquable. Chaque coin de rue, sur chaque trottoir où je voyais une femme, par exemple, il y avait du rose. Que ce soit comme accessoire des lunettes de soleil, ses souliers, sa sacoche, c'était le rose mur à mur cet été.
Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'effet Barbie s'est fait sentir, pas seulement qu'au box-office, mais c'était le phénomène. On l'a vu récemment à Halloween, qui n'était pas déguisé en Barbie. Lui-même s'est déguisé en Barbie. Et c'est... T'es sûr de ça, Alex? Oui, sûr de ça. Et c'est Nicolas Maison-Poirier qu'on trouve. Salut. Salut, Alex. Ben, c'est ça, non. T'aurais été Ken, toi, quand même. Oui, ben, je ne sais pas qui j'aurais été dans cet univers-là, mais ce que je peux te dire, Alex, bon, j'ai pas vu tous les films cet été qui sont sortis, mais de tous ceux que j'ai vus jusqu'à date, Barbie, c'est mon préféré. Est-ce que tu oserais dire que ce sera ton film de l'année 2023? Peut-être. Écoute, j'ai pas vu Oppenheimer encore, malheureusement. J'ai pas fait la fin de semaine Barbenheimer comme beaucoup de gens ont fait, c'est-à-dire voir Oppenheimer et Barbie, peu importe dans quel ordre, dans la même fin de semaine. Ça a été un mouvement qui s'est produit. Ça a commencé quelques semaines avant la sortie de ces deux films-là, qui sont sortis exactement en même temps. Et ces deux films qui sont totalement à l'opposé, on s'entend. Là. Et même John Carpenter, je pensais pas, mais a regardé Barbie puis il a aimé Barbie. Oui, et c'est tellement surprenant parce que, bon, même moi et beaucoup de gens, je présume, on ne s'attendait pas à aimer autant Barbie, qui n'est pas juste un film, oui, c'est basé sur les poupées créées par Mattel en 1959, et après ça, Ken y est arrivé en 1961. Mais en dehors de ça, c'est un film qui parle, bon, de féminisme, de la place dans notre société, de diversité. Ça parle d'un million d'enjeux sociaux qui auraient pu être casse-cou. Disons, quand faire des blagues avec ce type de sujet-là, présentement, disons que c'est un peu touché. Et ils ont tellement bien réussi. La réalisatrice Greta Gerwig, c'est énorme ce qu'elle avait sous les épaules parce que d'un côté, elle a à faire c'est une promotion. Il ne faut pas l'oublier, un film comme ça basé sur une poupée ou n'importe quel jouet, c'est une promotion pour que les gens en achètent encore plus. C'est sûr qu'on aurait pu le voir sous un angle, comme tu dis, pécunier, là, avec des instincts et des buts de vendre davantage, finalement. C'est ça. Parce que c'est ça. D'un côté, on a cette grosse publicité-là déguisée en film, veut pas, c'est ce que c'est. Et d'un autre côté, on a une grosse critique sociale, mais qui passe tellement bien et qui n'est pas si moralisateur que ça comparé à d'autres films où on sent que c'est une espèce de poids, il faut penser comme ça, agir de même, faire la bonne chose, sinon on est mauvais. Ça aborde tout le côté de, bon, les hommes et les femmes, leur place dans la société, notre existence, la vie, d'une certaine façon, avec de l'humour, tout en vendant des poupées, parce que c'est le but de la chose. Je trouve ça incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, que moi, évidemment, mais en même temps, c'était pas un étonnement si intense que ça pour moi, mais quand même de voir que certains pays l'ont banni. Oui, tout à fait. Certains. Des pays à saveur autoritaire, là, ont empêché la projection du film. Ça j'étais scandalisé, évidemment, notamment parce que là-dedans, comme tu dis, on fait la promotion de la femme, l'ouverture, dans certains pays où la femme est traitée comme moins que rien ou assujettie à des tâches, évidemment, où on ne la met pas en valeur dans le quotidien. Sur le plan aussi des droits de la communauté LGBTQ+, c'est un message qui était fort aussi dans le film, on peut le voir comme ça aussi, puis c'était pas pour toutes ces juridictions-là ou ces raisons-là admis dans ces pays-là. Bien, tout à fait. Et veut pas, ça envoie, c'est un message politique d'ouverture. Et ce film-là envoie un message politique, veut pas aussi. Et je pense qu'en bout de ligne, avec le gros mouvement que ça a fait, écoute, personne ne s'attendait à 1,4 milliard de dollars au box-office. Okay? Personne ne s'attendait à ça. Avec un budget d'environ 140 millions de dollars, entre 128 et 140 millions de dollars, ça a été une surprise pour à peu près tout le monde. Et ce genre de film-là, c'est ce que ça... Comment je peux dire ça? Ça nous fait réfléchir tout en nous divertissant. Et dans ma tête, un excellent réalisateur, une excellente réalisatrice est capable de faire ça. Christopher Nolan est capable de le faire et Greta Gerwig l'a réussi avec Barbie. Et ce qu'il ne faut pas oublier, là, ça fait depuis 2009 que ce film-là essaie de se faire. Et même que dans les années 80, on a essayé de faire ce film-là, Barbie, mais vraiment, ça aurait été une grosse publicité en lien avec les jouets. Et le projet a
n'a pas eu lieu à cause, je ne sais pas si tu te rappelles, en 87, le film Masters of the Universe. Non, je t'avoue, c'est l'année de ma naissance, alors je m'en rappelle pas. Bien, c'est un film basé sur des jouets et ça a floppé au cinéma, mais c'était un film quand même excellent. C'est pas... je te crois. Ça vieillit mal, c'est avec Dolph Lundgren, mais il y a quelque chose de magique dans ce film-là quand même. Et le film Barbie, ça a été reporté. Et je ne sais pas si tu te rappelles avec Marvel qui a perdu qui n'avait pas les droits d'adaptation, entre autres, pour Spider-Man et bon, les X-Men. Et à un certain moment donné, bon, ils ont réussi à les récupérer Spider-Man d'une certaine façon, pas à 100%. Eh bien, la même chose est arrivée avec Mattel, qui, depuis 2009, voulait vraiment faire des films sur Barbie, mais ne savait pas trop comment. Donc, les droits ont été à plusieurs compagnies et finalement, c'est vraiment comme en 2018 que les droits sont revenus à Mattel qui, eux, ils ont décidé de donner carte blanche à Greta Gerwig pour la réalisation, le scénario. Et pour ceux qui ont vu le film, Will Ferrell, qui interprète le PDG de Mattel, bon, il est méchant, mais en même temps, il y a un côté sympathique. On ne peut pas dire que c'est un gros vilain, mais ça ne montre pas Mattel de manière très positive, disons. Et ça, en coulisses, chez Mattel, semblerait-il, quand ça s'est arrivé dans le scénario, justement, le méchant PDG de Mattel, il y a bien du monde qui n'était pas content, évidemment, mais le vrai PDG a laissé ça aller et il a donné une chance. Et justement, on voit quand on donne carte blanche à des créateurs, on voit jusqu'où... La liberté de création, en quelque sorte. On voit qu'on peut faire. Puis de voir aussi, moi, de Ryan Gosling, entre autres, qui incarnait bien sûr Ken, de voir Margot Robbie, merci, qui incarnait donc Barbie, de les voir à l'œuvre, à l'écran, complètement assumés. Évidemment, de haut niveau, leur interprétation de leur rôle respectif, mais de voir complètement ce rôle assumé aussi, ça a contribué certainement au succès de ce film-là. Tout à fait, mais à la base, c'était même pas eux qui étaient censés le faire. Margot Robbie, elle est arrivée parce que Gal Gadot ne pouvait pas le faire à cause d'un conflit d'intérêts. Avant, il y a eu Amy Schumer, l'humoriste qui avait le rôle pendant un certain temps. Elle a laissé tomber à cause de les différences au niveau de la création du film. Et Margot Robbie, c'est une des productrices du film, justement, c'est elle qui s'est dit, bon, ben regarde, je vais le faire. De toute façon, elle est absolument parfaite dans son rôle. Et Ryan Gosling n'était pas tout à fait sûr de le faire. Et c'est quand il a vu une des poupées Ken comme dans la boue d'une de ses filles, qu'il a regardé ça, il a appelé, puis il a dit, non, ça c'est beau, je veux rendre justice à Ken, je veux que les gens se rappellent de lui. Et c'est vraiment pour ça qu'il a, semblerait-il, selon ses dires, qui a embarqué dans le film. Et c'est probablement le rôle qui va lui permettre de... Puis tu sais, je dis pas que sa carrière était sur la pente descendante, mais quand même, c'est probablement le rôle qui va, disons, relancer les choses pour lui. Ça faisait quelques rôles qui n'avaient pas eu autant de succès au box-office. Et là, explosion pour lui. Bien, tu as tout à fait raison, Alex. C'est que Ryan Gosling, ses rôles, c'est un excellent acteur, il choisit bien ses films, mais on prend le dernier Blade Runner qui était excellent, mais le film au box-office n'a pas fonctionné. Et un acteur, une actrice, on base leur salaire en fonction de ce qu'ils peuvent rapporter au box-office. Et évidemment, plus tu rapportes au box-office, plus tu es populaire, plus on veut t'avoir dans les films. Et c'est pour ça que, c'est ça, il y a beaucoup de gens que leur carrière s'essouffle un petit peu parce qu'ils rapportent pas tant au box-office. Et Ryan Gosling, d'ailleurs, a été payé, devine combien? 10 millions? Je sais pas. Ah, 12,5. 12,5. Qui était proche, 12,5. Exactement comme Margot Robbie, mais vu qu'elle, c'est une des productrices, je suis pas mal sûr. C'est pas 50 millions. Je pense que j'avais lu 50 millions. Ça, c'est sûrement avec les recettes du film, mais en tant qu'actrice, pour son rôle, c'est 12,5. Okay. Ils ont eu tous les deux le rôle égal, mais en tant que productrice, évidemment, elle a droit à un cachet plus important qui est calculé en fonction des recettes. Des recettes aussi, mais j'avais lu plus de 50 millions de dollars là, à cause des recettes aussi. Puis une chose qui est certaine aussi, puis moi je ne vais pas le passer sous silence parce que la bande sonore de Barbie qui est assez exceptionnelle, dont Dance the Night de Dua Lipa,
qui est une des chansons qui a tourné tout l'été sur les ondes radio. On a vu et revu, et j'ai bien aimé, pour le brin de nostalgie en moi, la chanson de Aqua, Barbie Girl. Ah, ça me déçoit tellement, Alex, parce que Barbie Girl apparaît un petit peu dans la bande-annonce, mais pas dans le film. Pas dans le film, mais était sur la trame sonore, par exemple. Oui. C'est ça. Et ça me déçoit tellement parce que on va être d'accord sur une chose, la chanson de Barbie Girl, c'est un chef-d'œuvre. Ça équivaut Je sais. Ça équivaut à Hey Jude des Beatles. Je pense qu'on est d'accord. Et même plus. Oh, oui. Et même plus, Alex. Moi, je pense que oui. Et je pense qu'on devrait faire comme les Beatles, c'est-à-dire, dans quelques années, si la chanteuse, malheureusement, décède, on devrait retravailler avec l'intelligence artificielle, relancer le tout. Je pense qu'on devrait faire ça. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'on va faire ça, Alex. Garde, je vais me rappeler de ce que tu dis là, Oui. puis on va s'en reparler au bon moment. Parce que la chronique va passer à la postérité, tout comme la chanson de Barbie Girl, c'est ça. Exactement. Ça. Mais la chanson Barbie Girl, Alex, Mattel ont poursuivi le groupe Aqua à cause justement de la chanson, bon, avec le titre Barbie Girl. Et bon, finalement, ça s'est bien réglé. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi on n'a pas voulu vraiment utiliser la chanson dans le film. Ouais. Mais ça ne m'étonnerait pas que peut-être dans Barbie 2, parce que... C'est sûr qu'il va y avoir une suite. Ben oui, il va en avoir un 2, il va en avoir un 3, un 4, un 5, puis quand ça va faire moins d'argent au box-office, on va envoyer ça directement chez Netflix, qui va sûrement acheter les droits pour en faire une série, ou peut-être Amazon Prime, en tout cas. Et penses-tu d'ailleurs, avec il nous reste 3 minutes, on va parler des Marvel qui arrivent ce week-end. Justement, avec la baisse au box-office des films de l'univers Marvel et des super-héros aussi en général depuis quelques années déjà, parce qu'on peut le dire comme ça, penses-tu que les Marvel vont être en mesure de relancer la franchise et d'avoir une suite? Pas certain, en tout cas. Non, je pense pas. Pas certain non plus. Même que, selon les rumeurs, le film ne serait pas très, très bon. Il y a eu beaucoup de problèmes durant le tournage. Pourquoi? Parce que Brie Larson, semblerait-il, Captain Marvel aimait pas trop l'idée de pas être la principale dans son propre film, parce qu'on s'entend que Captain Marvel en 2019 a fait un peu plus d'1 milliard au box-office, et là le 2 était annoncé depuis très longtemps, et Captain Marvel 2 se transforme en The Marvels, avec 2 autres personnages de 2 autres séries de Marvel. Un trio féminin. Trio féminin, et leurs pouvoirs vont être mélangés ensemble. C'est ce que la bande-annonce nous montre un peu. Et c'est le film le plus court de tous les films de Marvel, à environ 1h45. J'avoue. Et il y a eu beaucoup de reshoot. Un reshoot, c'est-à-dire qu'une fois que le tournage principal est fini, on retourne en tournage pour changer certaines choses. Et même après ça, maintenant, c'est la norme. Mais les reshoots ont été très longs, très complexes. Et il semblerait-il que même là, le film, n'est pas si bon que ça. Donc, évidemment, Marvel doit changer leur stratégie. Disons que tout ce qu'ils faisaient était parfait jusqu'à environ 2021 avec le film Eternals. Et les Gardiens de la Galaxie 3 quand même était bien. Oui, mais leur déclin a vraiment commencé aux alentours de 2021, je te dirais. Et là, ce qui se passe, c'est que le public a de moins en moins confiance aux films de Marvel, ce qui va faire une énorme baisse au box-office, et on commence déjà à le voir avec leurs autres films. Donc, je pense que dans l'avenir, pas maintenant, parce qu'il y a trop de choses, trop de projets qui sont enclenchés, mais peut-être dans 2-3 ans d'ici, c'est là qu'on va commencer à avoir peut-être un nouveau souffle chez Marvel. En tout cas, on l'espère. Puis au moins, ce sera, comme mot de la fin, l'occasion de voir Nick Fury. Au moins, élément positif qui va être dans les Marvel. On va voir Samuel L. Jackson de retour dans son rôle si célèbre. Grand merci à toi. Merci, Alex. Je m'en vais écouter Barbie Girl. Je prends un petit moment avant la conclusion de cette émission pour saluer de près ou de loin tous ceux qui ont connu ou qui sont toujours dans l'armée canadienne. Évidemment, hier, c'était la journée du souvenir et je pense que, selon nos convictions, on doit admettre le travail acharné de ces hommes et ces femmes qui ont assuré à notre pays une paix qui est maintenue dans l'espace-temps actuel. Alors, je voulais prendre un petit moment pour rendre hommage dans ce week-end du souvenir actuellement à ces hommes et ces femmes. Donc,
sont toujours membres aussi de l'armée canadienne. Je veux remercier aussi les artisans de cette émission, Jacques, Alain à la réalisation, Sophie, Yannick, Lucette, aussi il y a Normand qui travaille avec nous, Daniel aussi, merci de ta précieuse collaboration et contribution à cette émission. Évidemment, je vous incite à rester de la partie parce que plusieurs milliers de bonnes raisons de pouvoir rester connecté avec le bingo qui vous offrira dans quelques instants le bingo régulier, 3 500 $, dont 2 300 $, pour la carte pleine et notre super bingo. Au total, 4 lots qui pourraient vous donner jusqu'à 4 000 $ dans vos poches. Je vous dis à très bientôt. Salut!